la défense de l'intérêt national est-elle encore seulement nationale? Moi, je ne pense pas que la défense de l'intérêt de notre nation doit être seulement une défense nationale. Ça ne peut être une défense européenne pour nos intérêts, en même temps que pour nos valeurs. Voilà. Donc je voudrais vous dire ce premier message. Soyons fiers d'être patriotes, d'être français, sans complexe, sans arrogance non plus, mais devenons, si nous ne le sommes pas déjà, européens. C'est une nécessité vitale que d'avoir le levier européen. Et voyez-vous, j'ai cité plusieurs fois De Gaulle parce qu'il a beaucoup compté pour moi, mais beaucoup d'autres ici, j'en prie à d'autres. Je pense que De Gaulle aujourd'hui, Churchill du côté britannique, Adenauer du côté de l'Allemagne, ne tiendraient plus de discours sur l'indépendance de leur pays, mais tiendraient aussi, probablement d'abord, un discours sur l'intérêt et l'indépendance de l'Europe. Parce que c'est ça dont il s'agit. Est-ce que nous voulons que notre continent soit indépendant, souverain, européen? Voilà la question. Comment ça fonctionne, cette mutualisation? C'est compliqué. C'est compliqué. Et même si ça paraît plus simple après avoir écouté Michel Dantin, ça reste compliqué. Et je pense qu'il faut expliquer et assumer une partie de cette complexité. C'est compliqué parce que nous sommes 27 nations, bientôt 28 avec la Croatie. Ne prenez pas peur d'ailleurs de l'adhésion de ces nouveaux pays. Je me souviens que dans la campagne difficile du référendum en 2005, j'avais demandé à la présidente de la Lettonie, Madame Vike Freiberga, une femme qui parle parfaitement français, de venir expliquer l'Europe vue d'ailleurs de son pays, les trois États baltes, Lettonie, Lituanie, Estonie au nord de l'Europe, qui ont été d'ailleurs il y a encore 18 ans des provinces russes. C'est pour ça que l'Europe est un beau projet. Alors, elle était dans une réunion à Lille, avec moi, il y avait 400 étudiants, et elle s'est fait interpeller. Mais cet élargissement, ça va trop vite. C'est vrai qu'on est allé très vite parce qu'on ne l'a pas expliqué. Qu'est-ce que vous faites en gros dans cette Europe? On n'arrive pas à régler nos problèmes nous-mêmes. On vous accueille. Mais combien vous habitez où, monsieur? Le jeune étudiant dit, j'habite à Lille, au nord. Et il y a combien d'habitants à Lille? Dans le nord. Je crois que c'est 2 millions d'habitants. Moi, j'en ai 1,8 million dans mon pays. Son pays, qui a adhéré à l'Union en 2004, avait moins d'habitants que le département du Nord. Et la plupart de ces pays sont de la taille de la région Rhône-Alpes. Donc, agrégeons nos forces, agrégeons leurs populations qui sont jeunes. Ce sont des pays qui ont d'ailleurs à l'Est une bien meilleure culture scientifique que les pays du Sud qui nous ont rejoints plus tôt. Et ajoutons nos forces et réglons nos problèmes ensemble plutôt que de les laisser dans la misère juste à côté d'eux. C'est compliqué. 27 nations. Chacune de ces nations a une identité, une histoire, des institutions différentes les uns des autres. 23 langues. Chacun tient à sa langue, comme nous tenons à notre langue française. Et donc, si vous mutualisez, sans fusionner, sans effacer les différences, ça ne peut pas être simple. Je dis souvent, Michel le sait bien, nous sommes, la commission, il est au Parlement, je vais y revenir. Dans nos réunions, en plénière, il y a des cabines vitrées qui entourent la salle. C'est comme si, aujourd'hui, à cet tableau, vous avez des cabines vitrées au-dessus de la tête. Dans chacune de ces cabines, il y en a 23, il y a 2 interprètes pour chaque langue, qui traduisent simultanément ce que je dis en français dans 22 langues pour les autres. C'est très compliqué, ça coûte très cher. Ça pourrait être beaucoup plus simple. On supprime les cabines, on supprime les interprètes, on fait beaucoup d'économies. Et on parle tous une seule langue. L'anglais. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette Europe uniforme? Non, nous voulons une Europe unie, pas uniforme. Ce n'est pas la même chose, l'unité et l'uniformité. Donc c'est compliqué. Ça pourrait être plus simple, ça pourrait être plus démocratique, ça pourrait être plus efficace, ça pourrait être moins bureaucratique. À Bruxelles, il y a de la bureaucratie. Donc en cherchant bien, on trouverait de la bureaucratie ailleurs qu'à Bruxelles, probablement. Hein. Mais bon, ça peut être amélioré. Mais chers amis, ça ne sera jamais simple. Même si nous franchissons des étapes
ultérieure vers davantage de fédéralisme, davantage d'unité, j'en dirai un mot tout à l'heure. Donc il faut expliquer cette complexité parce que nous faisons quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire et qui n'existe nulle part ailleurs dans le monde, à l'échelle d'un continent, 27 nations, 500 millions de citoyens, nous faisons une communauté de nations. Pas un État, il n'y a pas un peuple européen, il n'y a pas une nation européenne. Nous faisons une communauté mutualisée de 27 nations qui mettent en commun leur destin, en partie, partagent une partie de leur souveraineté, conduisent des politiques communes parce que c'est leur intérêt, et pas seulement la politique agricole, mais la politique commerciale, la politique de concurrence, le marché intérieur, et néanmoins veulent garder chacune leurs différences. Et ça fonctionne avec des institutions qui sont pour l'essentiel à Bruxelles et en partie à Strasbourg. 3 institutions principalement qu'a évoqué Michel. Celle où je me retrouve, grâce à la confiance du président de la République, et à celle de M. Barroso, comme j'y étais déjà une première fois, avec M. Prodi, aujourd'hui avec M. Barroso, la Commission européenne. 27 personnes, une par pays, qui ne représentent pas leur pays. C'est aussi ça que je voulais préciser, même si je reste passionnément français, je ne représente pas la France à la Commission européenne. J'ai prêté serment devant la Cour de justice, la deuxième fois de ma vie, d'être indépendant des intérêts nationaux. Je travaille avec mes 26 collègues, collégialement, quotidiennement, c'est juridiquement contraignant à trouver le centre de gravité de l'intérêt général européen. Personne ne le décrète pour nous. Personne ne décide pour nous où se trouve l'intérêt général européen. Nous le recherchons tous les jours, dans toutes nos décisions, collégialement. Et nous prenons toutes ces décisions ensemble. Quand je fais une proposition, et j'en fais beaucoup en ce moment, dans le domaine de la régulation, du marché intérieur ou des droits d'auteur, je soumets cette proposition à tous les étages, les fonctionnaires, les cabinets, les directeurs de cabinet, et finalement les commissaires, à la collégialité. Et j'écoute tout le monde, je dois convaincre tout le monde. Chacun de mes 26 collègues peut bloquer ou refuser une de mes propositions jusqu'à ce que je le convainque, et réciproquement. Voilà comment nous travaillons. En effet, en anglais on dit une collective body. Nous sommes un corps collectif, comme un Premier ministre européen qui fait des propositions et qui arbitre. À qui faisons-nous des propositions? À ceux qui décident, démocratiquement. Et il y a de la démocratie à Bruxelles, quoi qu'on en dise. Et quoi qu'en dise ou M. Mélenchon, ou M. Montebourg d'un côté, ou Mme Le Pen de l'autre. Il y a de la démocratie à Bruxelles. Il y a plus de transparence à Bruxelles, probablement, qu'il n'y en a dans chacun de nos pays. Nous faisons ces propositions, par la méthode que je viens de vous dire, aux 2 chambres, la Chambre des États et la Chambre des citoyens. La Chambre des États, c'est le Conseil des ministres, ou plutôt les conseils des ministres. Et il y a pour chacune des politiques qu'on a mises en commun, qu'on a choisi de mettre en commun, des politiques où nous avons décidé de ne plus décider tout seul. Pour autant, ce ne sont pas les autres qui décident pour nous, nous décidons avec les autres, dans ce système mutualisé et communautaire. Eh bien, dans chacune de ces politiques, il y a un Conseil des ministres. Hervé a participé comme au Conseil des ministres de l'Agriculture chaque mois, et dans d'autres conseils des ministres, le ministre des Finances réunissent chaque mois, le ministre du Transport, le ministre de l'Environnement, pour chacune des politiques. Le commissaire chargé du sujet de la politique fait des propositions. Il est le seul à pouvoir les faire. De politique, de budget, de règlement, de débat. Le Conseil des ministres délibère, comme en effet le Sénat, comme une assemblée législative. Et de l'autre côté, dans le même temps, sur le même sujet, avec le même pouvoir, la deuxième chambre, la Chambre des citoyens, que vous élisez démocratiquement dans ces grandes circonscriptions européennes, Michel a été élu et il joue ce rôle, Rhône-Alpes, PACA, Corse, il y a 8 grandes circonscriptions en France, y compris l'outre-mer, les députés représentant les citoyens co-décident, co-légifèrent. Et quand ils se sont mis d'accord, obligatoirement sur le même texte, ce texte devient un texte européen qui ensuite s'impose soit directement dans chaque pays, soit par une transposition par la voie du Parlement national qui en délibère. Voilà comment ça fonctionne. Un peu compliqué, j'espère que j'ai été simple, comme Michel l'a été, pour vous dire que ce système-là
moi je le trouve de l'intérieur assez efficace, même s'il prend du temps, puisque nous devons toujours nous mettre d'accord les uns avec les autres, et d'abord au sein de la commission, où chacun d'entre nous a une responsabilité. Et pour travailler, par exemple, moi j'ai un cabinet de 8 personnes. Pas beaucoup quand je vois le cabinet des secrétaires d'État ou de certains ministres en France. Et j'ai 650 fonctionnaires sous mon autorité qui sont de toutes les opinions, y compris dans mon cabinet, qui sont de toutes les... Dans mon cabinet de 8 personnes, j'ai 5 nationalités sur 8 personnes avec lesquelles je travaille, que j'ai choisies et avec lesquelles je travaille. Juste un mot pour vous rappeler ce que je fais. Je suis le commissaire chargé du marché intérieur et des services financiers. C'est la première fois qu'un Français occupe ce poste depuis 60 ans. C'est pas la France, mais un Français. Ça a signifié d'ailleurs beaucoup d'émotions à Londres, quand j'étais là. Beaucoup de critiques. Je leur ai dit d'ailleurs aux Anglais, c'est pas qu'un Français soit à ce poste qui devrait vous émouvoir, c'est qu'un Français n'ait jamais été à ce poste. Ça ne les a pas consolés. Mais il faut qu'on vive ensemble pendant 5 ans, et jusqu'en 2015, je suis là, et je travaillerai avec vous. Et on travaille finalement. Le marché intérieur et les services, c'est quoi? Tirer les leçons de la crise, faire mieux fonctionner ce grand marché de 500 millions de consommateurs et de 22 millions d'entreprises, dont 95% sont des petites et moyennes entreprises. Et puis, au milieu de ces 2 grands chapitres, les enjeux de la propriété intellectuelle, le brevet européen, le droit d'auteur, et puis les marchés publics. C'est beaucoup de travail. J'ai actuellement, Michel le sait, une trentaine de lois que j'ai présentées depuis 2 ans, l'essentiel d'ailleurs étant dans le domaine de la régulation financière. Et je voudrais maintenant, après avoir dit pourquoi on doit être ensemble, impérativement, vous avoir expliqué comment ça fonctionne, vous dire pourquoi on a davantage de chances, moins de risques à affronter toutes ces crises et ce monde d'aujourd'hui tel qu'il est, les yeux ouverts, ensemble plutôt que chacun chez soi et chacun pour soi. Ça fait 4 ans que nous traversons des crises. Aujourd'hui, les chefs d'État se sont réunis, j'étais avec plusieurs d'entre eux hier, Angela Merkel et François Fillon, réunion préparatoire. C'est la première fois depuis 1 an et demi qu'ils se réunissent normalement. C'est un conseil européen, les chefs d'État se réunissent tous les 3 mois. C'est ce qu'on appelle le Conseil européen, c'est le Conseil suprême qui regroupe les 27 chefs de gouvernement, dont le président de la République. C'est la première fois depuis 1 an et demi que c'est une réunion à peu près normale. Ce n'est pas une réunion de crise. Ça fait 4 ans que nous affrontons des crises les unes derrière les autres. La première est venue il y a maintenant 4 ans des États-Unis. Et du comportement insensé, scandaleux d'un certain nombre de banques qui ont vendu des produits toxiques à n'importe qui, sans aucune précaution, sans aucune information. Qui se sont gavés de bonus et de rémunérations injustifiables. Plus on prenait de risques payés par les contribuables à la fin, plus on était payé par des bonus. Aucune supervision, aucune régulation. Ça, c'est le mauvais côté de la mondialisation. Ça, c'est le mauvais côté de ce qui s'est passé avec l'explosion du monde bipolaire que j'évoquais tout à l'heure, entre américains et soviétiques, parce qu'au moment de cette explosion, toutes les portes ont été ouvertes, les milieux financiers, les acteurs financiers, les banques, qui contribuent à la croissance, qui contribuent à l'emploi, se sont plus tout permis. On leur a tout permis. On a dérégulé quand il y avait des règles. On n'en a pas créé de nouvelles pour faire face à la situation. On a laissé se développer tous ces échanges dans la plus grande opacité. Je vous donne un exemple, sans vous faire peur. Il y a un sujet qui intéresse les paysans, d'ailleurs, de plus en plus, parce que les marchés agricoles sont de plus en plus financiarisés sur les marchés financiers, sur les bourses, qui s'appellent les produits dérivés. Les produits financiers dérivés. Ce sont des produits qu'utilisent les entreprises ou les acteurs financiers pour se couvrir. Pour un grand nombre d'entre eux, légitimement. Par exemple, quand Airbus vend, la société Airbus européenne, qui est un bel exemple de mutualisation. Si Airbus n'avait pas existé, il n'y aurait plus un seul avion de transport civil construit en Europe. Nous achèterions obligatoirement des Boeing, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand Airbus vend des avions dans le reste du monde, il les vend en dollars, donc ils peuvent se couvrir quand c'est des
produits financiers sur les risques d'évolution des changes sur 5-10 ans à l'avance. Mais il y a aussi des gens qui utilisent de plus en plus nombreux ces produits financiers pour faire de la spéculation. Pure et simple. Du profit. Et ces produits financiers, ça représente, tenez-vous bien, 600 000 milliards de dollars d'échanges permanents. 600 000 milliards de dollars dans la plus grande opacité. Et c'est ça que nous sommes en train de corriger. Le texte a été voté, que j'ai présenté il y a 14 mois. Il faut à peu près 14 mois entre le moment où je présente un texte et le moment où il est voté, pour mettre de la transparence, des règles de l'enregistrement de toutes ces transactions, de la lumière sur des gens qui n'aiment pas la lumière, qui ne sont pas habitués à la lumière. Mais nous allons la mettre. Et les Américains, j'étais à Washington 3 jours la semaine dernière, font la même chose parallèlement, en même temps que nous. Et tout ça, c'est le G20. Cette instance suprême, Nicolas Sarkozy, Mme Merkel, M. Barroso, M. Gordon Brown, M. Obama ont joué un tel rôle au moment de la crise il y a 4 ans. Ils sont enfin réunis, tous les plus grands dirigeants du monde, pour tirer des leçons, pour établir des règles. Et ils ont fait un agenda extrêmement précis. Si vous regardez Internet sur mon site, vous y verrez ce tableau que je tiens à jour tous les mois, des lois que j'ai présentées, 29 lois, pour mettre des règles, de la transparence, de la régulation, de la responsabilité, tout simplement de la morale, là où elle avait disparu depuis 20 ou 25 ans. Quand cet agenda sera terminé, il faut à peu près encore un an et demi, et je sais que les marchés vont beaucoup plus vite que la démocratie, aucun acteur financier, aucun produit financier, aucun marché financier n'échappera à une régulation et une supervision. C'est l'engagement que nous avons pris au G20, et dont moi je suis comptable, parce que c'est mon travail. Je vais proposer ces textes au Parlement, comme je viens de dire, pour les produits dérivés. Voilà. Nous tirons les leçons de ces crises. La crise financière dont je viens de parler, à laquelle s'est ajoutée la crise de la dette souveraine, aggravée par la crise financière. Pourquoi un certain nombre d'États ont été obligés d'accroître leur dette? Pour sauvegarder le secteur bancaire qui était bousculé par la crise américaine et sauvegarder les épargnants. Ce n'est pas les banques qu'on a essayé de sauver, c'est le système dont les entreprises, les PME, les épargnants ont besoin. Et pour la plupart des pays, d'ailleurs, ce qu'on a prêté aux banques a été remboursé, comme en France, avec des intérêts. Mais pas partout. Donc des pays se sont endettés pour faire face à la crise financière, en plus des dettes qu'ils avaient déjà faites. Donc deux crises qui ont des conséquences sociales, humaines, politiques extrêmement graves. Je pourrais ajouter d'ailleurs à ces crises-là, que nous gérons dans l'urgence, d'autres crises qui continuent, qu'il ne faut pas oublier. La crise alimentaire, 800 millions d'êtres humains qui sont en danger de mort dans le monde. La crise écologique, qui est la plus grave, je pense depuis longtemps, la plus profonde, et qui va changer toutes les habitudes de produire, de consommer, de faire du ski, il faut de la neige, les récoltes. Hein. Le temps des récoltes a été avancé de 3 semaines dans le lac de Roussillon depuis 25 ans. 3 semaines. Ça, c'est la réalité du changement climatique. Et on doit faire face à tout ça en même temps. Et nous faisons face. Je pense qu'il vaut mieux être ensemble pour faire face. Et donc nous avons, depuis maintenant 2 ans, à force de réunions de crise les unes derrière les autres, je crois, pris les bonnes décisions. Et ma conviction, sans être optimiste, surtout pas euphorique, il n'y a aucune raison, simplement lucide, c'est que notre continent, souvent c'est le cas depuis 60 ans, à cause de ces crises qui ont été très nombreuses et conjuguées, va sortir plus fort et mieux organisé qu'il ne l'était avant. Et ce n'est pas fini, si nous en avons le courage. Il va falloir continuer. Télégraphiquement, je peux dire ce que nous avons fait et ce que nous devons faire. Il faut, pour sortir de ces crises, 2 ou 3 choses importantes. 1, garder son sang-froid. 2, faire ce qu'on a dit. 3, relever la ligne d'horizon économique et démocratique de l'Europe. Garder son sang-froid, je n'y reviens pas. Le moment n'est pas d'être dans le catastrophisme ou dans la nostalgie. Si on est dans l'action politique, responsable d'un pays, ou des pays européens,
le temps est celui de la détermination, pas celui du pessimisme et du catastrophisme. Il y a toujours un temps pour la volonté. De faire ce qu'on a dit. Et on a dit un certain nombre de choses. Au niveau du G20, j'en ai parlé, au niveau européen. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'on devait aider un pays en grande difficulté à rester dans la zone euro. J'étais tout à l'heure sur le salon de l'agriculture, je vous l'ai dit, je rencontrais le président de la FNSEA, Xavier Belin, qui m'indiquait l'étude qui a été faite par la FNSEA, par un cabinet à la demande de la FNSEA, qui démontrait que le coût de la sortie de la Grèce, si on acceptait qu'elle sorte, serait infiniment plus lourd et grave que le coût qu'on doit payer pour sauvegarder la Grèce. La Grèce s'est mal comportée. La Grèce a été mal gouvernée. La Grèce a fait des dettes incroyables. La Grèce n'a pas d'administration, ou alors une administration totalement politisée. Il ne fallait pas s'en rendre compte trop tard, il fallait peut-être s'en apercevoir avant. Peut-être à ce moment-là, les agences de notation ont été bien inspirées de donner l'alerte, pas seulement d'ailleurs pour la Grèce, plutôt que de le faire après coup, ce qui est finalement plus commode. Mais la situation est là. Notre conviction, celle de Mme Merkel, celle du président de la République française, celle des dirigeants agricoles, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher de laisser sortir un pays parce que ça créerait un phénomène systémique et que toute la zone euro risquerait d'en souffrir et voire même d'exploser. Et tous les efforts faits pour, avec une monnaie unique et une zone économique commune, être ensemble. Nous avons donc traité exceptionnellement la question grecque lourdement avec des mesures uniques pour la Grèce. En même temps, nous demandons à chaque pays de faire son travail chez lui. Et la France, comme les autres, on ne construit pas de la croissance avec des dettes de fonctionnement en dépensant toujours plus que ce qu'on gagne. Une commune, monsieur le maire, elle a le droit de respecter la règle d'or. Le Conseil général, doit respecter la règle d'or. Vous ne pouvez pas dépenser plus que vous gagnez, votre budget doit être en équilibre. Et les États, eux, continuent à emprunter au point même que le poids des intérêts de la dette devient le premier budget de la France. Et les gouvernements de gauche et de droite sont responsables de tout ça depuis 30 ans. Ça ne peut pas continuer. Et je veux dire pourquoi ça ne peut pas continuer, pourquoi on doit le dire, même si c'est difficile. Parce que faire des dettes d'aujourd'hui, ce sont des impôts pour nos enfants, inéluctablement. Inéluctablement. Donc, dans cette crise, chacun des pays est en train de faire son examen de conscience. Et vous voyez des gouvernements de gauche et de droite, quoi qu'on raconte en France, quoi qu'on raconte ailleurs, qui font le même travail de meilleure gestion de leurs finances publiques. La Grèce, le travail chacun chez soi, et puis chacun pour tous, une meilleure gestion commune. Nous avons une monnaie unique. On a fait l'union monétaire, on a laissé la désunion économique. Et 17 pays qui ont une monnaie unique, qui ont 17 politiques différentes, économiques, budgétaires, fiscales, qui n'ont pas jamais entre eux. Nous avons décidé depuis un an de changer ça et d'avoir des outils de gouvernance pour l'économie européenne. Et c'est un vrai progrès, au-delà de ce que font chacun des pays. Voilà. Ça ne suffit pas. C'était nécessaire, c'est difficile, mais ça ne suffit pas. Il faut relever la ligne d'horizon sur le plan de l'économie et sur le plan de la démocratie. Parce que tous ces efforts-là, tous ces changements-là, qui vont, je n'ai pas peur de le dire, vers quelque chose de plus fédéral, préservant les nations, d'encore plus mutualisé, ça ne peut pas se faire sans les gens. Ça ne peut pas se faire contre les citoyens. Ça doit se faire avec un travail d'explication et remettre de la démocratie au sommet comme à la base. Au sommet, ça veut dire une chose très précise pour moi. Ça veut dire, comme l'a dit Mme Merkel, que cet effort d'intégration économique, il faut le mettre dans la perspective d'une intégration politique supplémentaire et à un jour, j'espère pas trop lointain, mettre à la tête de l'Europe une personne, une seule, pas deux ou trois, un président de l'Union européenne ou une présidente de l'Union européenne qui sera la même personne pour présider la Commission européenne et pour présider le Conseil des chefs d'État. Mettre de l'unité et de la démocratie au sommet, et puis mettre de la démocratie à la base, avec toujours une élection au suffrage universel des députés européens. Je peux dire très franchement de Dominique, Jean-Pierre, Hervé, vous êtes parlementaires, les députés européens, ils ont un rôle au moins aussi important que les députés et les sénateurs français aujourd'hui. 60% des textes
qui intéressent la vie quotidienne des gens, des normes, des lois. Ce sont des lois, des textes, des normes qu'on a choisi de mutualiser, de faire avec les autres, pour éviter des concurrences déloyales, pour éviter des batailles, pour avoir plus de chances, pour exporter plus facilement dans le marché européen. Et ces textes, ils sont votés par les députés européens obligatoirement. Plus de démocratie à la base. Ça veut dire aussi que les députés, les sénateurs français qui sont évidemment intéressés à ce qui se passe à Bruxelles, doivent être plus informés, ouvrir des débats. Moi, j'essaie en train de faire une chose dans les textes que je présente, j'essaie d'informer, y compris dans les 23 langues, les députés et les sénateurs nationaux des textes importants que je prépare, pour leur dire, sur ces sujets-là, n'attendez pas le vote du Parlement européen, n'attendez pas les ministres à Bruxelles, ouvrez un débat. Quand je viens de faire, au mois de décembre, une proposition de révision de tous les textes sur les marchés publics en Europe, pour simplifier les appels d'offres, les petites et moyennes entreprises aient envie de participer à des appels d'offres plutôt que de les décourager tellement il y a de paperasse à remplir, pour permettre que l'appel d'offres permette de faire, si on le souhaite, le donneur d'ordre, la commune ou le conseil général, de l'inclusion sociale, des forces de l'environnement, de l'innovation, pour sécuriser ces appels d'offres. Ça mériterait, par exemple, que les députés et les sénateurs soumettent ces textes avant qu'ils soient au Parlement, ou en même temps aux maires, qui vous en discutiez, que vous fassiez remonter vers le commissaire que vous connaissez par chance, c'est une chance, vers les députés et vers les ministres français, vos critiques et vos opinions. Il faut reconnecter le débat national et le débat européen. Nous ne sommes pas à côté de l'Europe, comme les Français le pensent si souvent. Nous sommes dedans, et souvent en tête. Voilà. Dernière chose qu'il faut faire, et c'est précisément la réunion d'aujourd'hui qui doit en décider, lancer le mouvement, c'est qu'on ne peut pas seulement parler aux gens, comme vous l'entendez à la télé depuis des mois et des mois, d'austérité, d'efforts, de régulation, de gouvernance. Il faut aussi parler d'espoir, de croissance et d'emploi. Et vraiment, la croissance et l'emploi ne dépend pas de Bruxelles seulement, mais dépend aussi de Bruxelles, et de ce qu'on fait ensemble ou de ce qu'on ne fait pas ensemble. Et moi, je pense que le moment est là de lancer une initiative européenne de croissance, de mettre ensemble cette initiative. La Commission européenne a proposé, par exemple, de faire des emprunts européens pour investir dans les infrastructures de transport, d'énergie ou du numérique. L'Allemagne ne voulait pas jusqu'à présent, parce qu'il n'y avait pas de confiance entre nous. Mais je pense que cette confiance est en train de revenir avec le nouveau traité. Et le moment va arriver où on pourra mutualiser les obligations et les emprunts européens pour investir. La Banque européenne d'investissement doit agir. Nous venons, avec la Banque centrale européenne, de remettre de l'argent, beaucoup d'argent dans le système bancaire pour faire repartir le système interbancaire et les prêts aux entreprises. Et puis il y a le marché unique, dont je suis l'un des ingénieurs, des ouvriers qualifiés, qui doit aussi mieux fonctionner. J'ai, depuis 1 an et demi, avec une dizaine de mes collègues commissaires, préparé une cinquantaine de propositions qui, pour une fois, ne vont pas créer des contraintes supplémentaires, mais faciliter le travail des entreprises et la vie des consommateurs. Donc, nous avons appelé ça en anglais le Single Market Act, l'acte pour le marché unique, 50 propositions facilitatrices pour la mobilité, l'innovation, l'exportation, le capital risque, les investissements. Je vais prendre un ou deux exemples. J'ai cité celui des marchés publics, ça en fait partie, pour simplifier les appels d'offres pour les PME. Je pourrais citer un autre sujet qui intéresse les entreprises, y compris certaines d'entre vous, le brevet. Ça fait 30 ans qu'en Europe, quand une entreprise veut protéger une invention, l'un de ses salariés ou l'un de ses chercheurs, quand elle veut protéger dans toute l'Europe à cause des langues, ça lui coûte 10 fois plus cher que la même protection aux États-Unis. Et qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord, j'ai proposé, il y a 1 an, un titre unique de protection dans l'une des 3 langues, l'anglais, l'allemand et le français. Ce projet est soutenu aujourd'hui par 25 pays. Grâce au nouveau traité de Lisbonne, nous pouvons avancer à 25 et décider à 25. J'espère que l'Italie et l'Espagne rejoindront. Et nous allons avoir d'ici le mois de juin un brevet européen qui coûtera un prix identique à celui du brevet américain. Voilà, ça c'est le genre de loi que je peux faire, que nous faisons, qui sont soumises au Parlement et au Conseil, et qui doivent créer finalement un écosystème européen dans lequel chaque pays reste libre de faire les 35 heures, de ne pas les faire, d'imposer ou de ne pas imposer, de soutenir les investissements d'avenir ou de ne pas les soutenir. Puis le dernier élément pour moi, j'ai arrêté de
de cette initiative européenne de croissance, c'est que, je le dis parce que ça se dit dans le débat politique français, et on a raison de l'évoquer, la nécessité d'une politique industrielle européenne. Moi, j'ai été fier d'être élu de ce département pendant 20 ans, d'être député du Gine, de Venton, président de Saint-Jean-de-Maurienne, de la région de Saint-Jean-de-Maurienne, président du Conseil général. Je sais la force et l'importance sur le territoire des emplois industriels, comme la force des emplois agricoles. On a eu le courage, il y a 60 ans, de mutualiser et d'avoir une politique agricole commune, sans laquelle aujourd'hui il n'y aurait pas l'industrie agroalimentaire qui représente plus d'emplois en Europe que l'industrie automobile aujourd'hui. Plus d'emplois dans l'agroalimentaire que dans l'industrie automobile. Pourquoi on n'a pas la même audace pour faire une défense, une mobilisation, comme on l'a eu pour Airbus, dans l'industrie, notamment dans des secteurs où, si nous ne prenons pas garde, nous serons dans quelques années, 5 ou 6 ans, définitivement consommateurs. Je peux vous citer, juste pour vous illustrer ça, 2 ou 3 exemples d'industrie ou de secteurs d'avenir où, si on ne prend pas garde, on va être dépendant des autres. Dans le domaine de l'énergie, les lampes à basse consommation, les batteries électriques pour les voitures, les tracteurs, et le photovoltaïque. Voilà 3 domaines des nouvelles énergies très importantes, où si nous n'investissons pas, la recherche, des groupes puissants, en mettant de l'argent, on sera définitivement consommateur des produits chinois et américains. Définitivement. Moi, je n'ai pas envie, pas plus que vous, que l'Europe soit simplement une terre de consommation des produits fabriqués par les autres. Il faut que l'Europe reste une terre de production. Ça, c'est un des grands enjeux de cette initiative de croissance à laquelle nous devons travailler. Voilà, chers amis, j'ai été beaucoup trop long, c'est un risque de parler spontanément, mais j'étais très heureux de vous dire ce que je crois et ce que je fais, je suis à votre disposition. Merci à vous. Chers amis, comme tout a été bien dit, mais tout n'a pas encore été dit, je vous propose maintenant de répondre à quelques questions. Et donc, vous avez 2 micros qui vont circuler de part et d'autre. Donc, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on prenne 2 ou 3 questions et puis qu'on s'arrête pour vous apporter des réponses. Ah, voilà. Quelqu'un qui... Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur le Député. En Savoie, on est quand même fiers d'avoir un ministre commissaire européen, un excellent député européen, mais je vois que la tâche est quand même rude pour les deux responsabilités, mais j'ai constaté que Monsieur le Ministre, vous êtes toujours aussi jeune physiquement et oralement. La question que je voudrais vous poser, est-ce que le budget européen, qui doit gérer une crise quand même qui est énorme et qui nous tombe de plein fouet en face, est-ce que l'Europe est capable de gérer cette crise compte tenu des efforts que l'on a fait pour la Grèce, mais vous avez quand même 2 pays, l'Espagne et l'Italie, qui ont quand même aussi des difficultés, et ça reste quand même, disons, une tâche ardue. Est-ce que l'Europe pourra nous délivrer de cette crise européenne? Une autre question? Généralement, c'est la première qui est difficile à poser. Donc, monsieur. Et après, il y a... Michel Barnier, il y a 14 ans, je l'ai écrit, vous allez voir 14 ans après, c'est devenu. Vous avez écrit, c'est un grand article dans le Monde, l'Europe ne saurait faire concurrence à la nation, il manque à l'Union européenne la légitimité politique, il manque de racines culturelles communes, il manque le poids de l'histoire. Est-ce que 15 ans plus tard, vous pensez la même chose? Troisième intervention pour répondre. Bonsoir, monsieur le commissaire européen au marché intérieur. J'ai une question sur l'Allemagne. Il me semble avoir compris à peu près dans votre discours votre idée d'une Union européenne fédérale.
finalement, quel est son intérêt quand elle contribue, voilà, c'est pas la seule, mais elle contribue aussi beaucoup aux États en difficulté qu'on connaît tous, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, etc. Je vous remercie. Alors, je vais essayer parce que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure, de ne pas être trop long. Vous dites, monsieur, vous avez dans votre question dit, est-ce que le budget européen, puis après vous avez parlé des autres pays. Le budget européen, c'est 1% du PIB européen. C'est très faible. Nous ne sommes pas, tout à l'heure, je disais, un État fédéral, même si je n'ai pas peur du mot fédéralisme, on est très loin d'un budget d'un État fédéral quand on voit que seulement on a mutualisé 1%. Et notamment, les deux grands postes du budget européen sont la politique agricole commune